Donc nous allons commencer. Donc bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle session du webinaire sur les enjeux marketing et commerciaux des OF. Je suis donc Alex Landreau, je suis directeur de produit d'Alcuin. Donc, comme vous le savez certainement, Alcuin est un éditeur logiciel de gestion de la formation à destination des entreprises et des organismes de formation. Et donc à ce titre, nous allons parler aujourd'hui de suite à la réforme de la formation professionnelle, des nouveaux enjeux pour les organismes de formation et notamment la modification un petit peu sur les règles sur le marché et donc des règles commerciales et donc marketing un peu nouvelles. Alors, nous allons commencer par établir un constat. Ensuite, nous parlerons des nouvelles cibles avec les nouvelles pratiques d'achat, les nouveaux moyens marketing à votre disposition pour concrétiser ces nouvelles cibles en client, les nouvelles règles imposées par la réforme, donc notamment liées indirectement par Calliope, et puis on verra ensuite à terme passer de l'organisme de formation à l'entreprise de formation. C'est un terme cher à votre fédération fédération, donc votre branche professionnelle en fait, qui est la FFP, qui parle maintenant d'entreprise de formation et plus d'organisme de formation en partant du principe que vous avez un marché, des produits à vendre et donc comme toute entreprise, vous avez donc une organisation à mettre en place pour une organisation marketing et commerciale pour concrétiser et augmenter vos ventes. Alors, je me trompe à chaque fois de bouton. Voilà. Donc, où en sommes-nous après la réforme? Donc, le marché de la formation professionnelle aujourd'hui. Alors, de nouvelles cibles avec de nouvelles pratiques d'achat. Donc en fait, ce qu'il faut noter, c'est que la réforme de la formation professionnelle, c'est une large réforme que vous connaissez maintenant très bien, avec différents volets, et notamment un volet qui a remis en cause toute l'intermédiation financière de la formation professionnelle. Et donc aujourd'hui, potentiellement, chaque organisme de formation se trouve avec 4 segments de marché un peu différents, dans lesquels les pratiques d'achat et les financements sont donc différents, et pour lesquels vous allez donc devoir vous adapter si vous voulez pouvoir conquérir de nouvelles parts de marché sur ces segments-là. Donc la partie entreprise de plus de 50 salariés, on se retrouve dans une liberté financière totale, puisque là on est dans les grandes entreprises, enfin dans les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises, qui elles vont considérer la formation maintenant comme un investissement, et à ce titre vont vouloir donc des retours sur leurs attentes, bien sûr, et vont contractualiser avec n'importe quel prestataire qui est capable de répondre à leurs besoins en développement de compétences. Donc, on ne parle plus de plan de formation, on parle de plan de développement de compétences, libre à elles d'investir comme elles l'entendent, avec les prestataires qu'elles entendent, pour contribuer au plan de développement des compétences. Alors ça, c'est la théorie. La pratique, c'est qu'évidemment, elles ne travailleront qu'avec des prestataires qualifiés, qui sont capables, comme n'importe quel autre, sur n'importe quel autre marché, de justifier d'une qualité réprochable et d'évaluation irréprochable. Mais liberté financière, puisque c'est l'entreprise sur ses fonds qui achète la formation. D'accord. Ensuite, vous avez les entreprises de moins de 50 salariés, donc ça, c'est les petites PME, où là, vous avez des fonctionnements comme actuellement, c'est-à-dire avec une intermédiation financière à travers les OPCO. C'est-à-dire que pour les formations seront prises en charge par les organismes, les opérateurs de compétences, et ces opérateurs-là ne feront appel qu'à des entreprises formation certifiées Calliope. De même pour l'alternance, elles financeront la formation de vos apprentis à condition que vous soyez là encore certifié Calliope, parce que sinon vous ne pourrez pas pouvoir vous déclarer en tant que CFA. Ensuite, vous avez le dernière part de marché qui, on va dire, le grand public et les institutionnels. Donc là, c'est la destination à destination du particulier, qui peut être aussi un actif, un demandeur d'emploi, où là, vous allez avoir de l'intermédiation, soit par les CEPIR pour tout ce qui est salariés qui veulent faire la transition professionnelle. Donc là, on est
pour les anciens CIF, d'accord. Pour tout ce qui est le CPF, qui peut être cofinancé aussi par l'entreprise, hein, donc on le verra tout à l'heure, ça a un impact ça. Et puis tout ce qui est insertion professionnelle, donc financé par des prescriptures publiques, que ce soit les régions, Pôle emploi, etc. Et dans tous ces cas-là, vous devez être aussi Calliope. Donc vous voyez, sur 4 segments de votre marché, donc 4 potentiels de cibles de vente, eh bien, vous en avez 3 pour lesquels vous devez être identifié Calliope. Et donc il y a fort à parier que même pour les grandes entreprises, elles ne feront appel qu'à des organismes de formation Calliope, comme elles le font pour tous leurs fournisseurs où elles imposaient à un moment donné d'être ISO 9002 ou 9001 en fonction des produits qu'ils ont à acheter. Donc on est dans une logique d'achat et donc plus une logique de formation. Donc, ça veut dire que en entreprise, la négociation se fera non sans doute avec un responsable formation, mais aussi un responsable achat. Alors, donc ça impose donc des nouvelles problématiques puisque j'ai 4 segments de marché à conquérir et donc j'ai des nouvelles approches. Alors déjà, pour les OF qui travaillaient beaucoup avec les entreprises, elles avaient l'habitude d'une approche B2B. Or, vous voyez que pour les 3 autres segments, on va plus aller chercher le salarié directement pour qu'il consomme son CPF. Donc là, on est dans une approche B2C. Et pourquoi pas B2B2C quand on a une approche de CPF cofinancé, donc de CPF abondé. Alors ça intéresse quand même les entreprises parce que le CPF abondé, c'est un des seuls moyens pour elles de récupérer de l'argent de formation, même si au départ elle ne connaît pas forcément le compteur du salarié, qui n'est pas obligé de le communiquer, même si on le demande généralement dans les entretiens. Maintenant, donc ça peut être intéressant de proposer un salarié. Je vous donne un exemple très simple. Par exemple, chez AQ1, tous nos managers ont suivi une formation en intra par Audencia, donc une grande école de commerce, pour arriver à un niveau Master 1 en management. Voilà. Donc, et c'est financé entièrement sur du CPF abondé par l'entreprise. Alors, donc, identifier ses cibles et ses personas. Identifier ses cibles et ses personas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur l'ensemble des segments, vous allez avoir des acheteurs types. Et donc, on appelle donc les cibles, c'est qui vous achète les formations. Les personas, c'est quels sont les profils types de ces acheteurs. Puisqu'en fonction des personas, vous allez leur donner et leur fournir des pratiques d'achat qui seront personnalisées. Donc, il va falloir, pour contacter ces personas, trouver les bons canaux marketing et communication, être référencé sur l'application et le site CPF, mon compte formation. Donc ça, vous voyez que pour être référencé, il y a quelques règles, on en verra tout à l'heure. Et là, nous, en tant qu'éditeur de logiciels, évidemment, on peut vous aider pour ça. Respecter les critères 1 et 2 de Calliope, avoir les bonnes compétences pour marketer l'offre et la commercialiser, et puis investir dans de nouveaux outils, site internet, content marketing, marketing automation, CRM, etc. Donc tout ça, nous allons le développer au cours du webinaire. Alors, des nouvelles cibles avec de nouvelles pratiques, ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc on se retrouve avec le segment entreprise de plus de 50 salariés, B2B, direction formation, direction RH et direction des achats, on va pouvoir l'ajouter, qui vont participer à l'achat de formation. Alors j'ai vu que certaines directions formation continuaient à faire du versement volontaire auprès des OPCO, qui gardent cette compétence-là, afin de ne pas passer par la direction des achats de leur entreprise, qui est beaucoup plus contraignante en termes de sélection de fournisseurs et en termes de retour sur investissement. Donc, retour sur les attentes. On va parler plutôt de ROE plutôt que de ROI. On discutera si vous voulez, vous pourrez nous questionner sur le sujet. Mais vous allez avoir donc une direction de formation, une direction RH comme aujourd'hui, mais avec en plus une direction des achats. Donc en B2B2C, c'est que vous allez devoir séduire à la fois le salarié et l'entreprise sur la formation que vous allez proposer. Et on ne communique pas pareil à un responsable formation comme un salarié. D'accord? Pour le grand public, les institutionnels en B2C à destination des salariés demandeurs d'emploi. Donc savoir comment les salariés achètent vos formations. Est-ce qu'ils vont choisissent leur centre de formation comme ils choisissent leur coiffeur, c'est-à-dire qu'ils prennent le plus proche de chez eux, ou est-ce qu'ils le font en fonction de la coupe qu'ils proposent, parce que le coiffeur est à la mode, je prends cet exemple-là, etc. Mais bon, c'est pareil,
vous avez les institutionnels qui vous achètent des formations et pour lesquels qui émettent des appels d'offres et pour lesquels vous répondez pour pouvoir les gagner. Eh bien, ils choisissent leurs prestataires sur des critères très précis. Donc, vous devez connaître ces critères pour être certain d'être compétitif dans la capacité à adresser ces publics. Pour les petites entreprises, là, le lien avec l'OPCO est évident et vous devez avoir des relations très fortes avec votre OPCO. Et puis, pour l'alternance en tant que CFA, même si les branches professionnelles ont repris le dessus, il y a quand même des abondements pour les petites entreprises par les régions, donc il reste quand même tout un écosystème à animer autour de l'alternance. Et surtout des jeunes à recruter pour lesquels vous devez avoir une certaine attractivité également. Donc, vous voyez, pour ces 4 sous-marchés, vous avez quand même des politiques et des cibles différentes, des pratiques d'achat différentes et un marketing et un commerce différents une stratégie marketing et commerciale différente à mener. Alors, s'adapter aux nouvelles pratiques d'achat, ça veut dire quoi? Parce que pour l'instant, c'est un discours extrêmement théorique que je fais. Beaucoup d'entre vous l'ont déjà mené et on sont déjà un petit peu plus loin. Donc, dans la réflexion. Maintenant, quand on dit s'adapter aux pratiques d'achat, ça veut dire repenser le parcours client. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous cherchez à séduire un jeune, vos moyens de communication doivent être mobile first. Si vous avez un site web, il doit avant tout correctement fonctionner sur un téléphone mobile. Une tablette, les jeunes utilisent très peu de tablettes. Et puis, le super web, ça, on est plus sur du B2B. Donc, vous voyez, on va avoir une pratique B2B qui va être plus sur du super web et une pratique B2C qui sera plus sur les mobiles. Mais dans tous les cas, vos applications doivent s'adapter à tous ces supports puisqu'ils correspondent aux pratiques d'achat de vos cibles. Recherche d'informations sur hors temps de travail. Là, c'est important. Vous avez en fonction du CPF que je veux dépenser, par exemple, même si le CPF représente encore peu de votre activité, je vais chercher un CPF sur temps de travail. Donc là, c'est considéré comme un abondement par l'entreprise puisqu'elle prend en charge le salaire, ou hors temps de travail où là, je vais devoir me former sur des cours du soir. Donc ça veut dire que je dois être capable d'avoir des parcours clients mon parcours client doit très rapidement pouvoir me cibler. Adapter les modes d'accès, donc multicanal pour le B2B. Donc on a le site web, on a le fameux catalogue papier, il y a différents éléments, les webinaires, les conférences, vous pouvez faire des tas d'événements pour contacter vos clients potentiels en entreprise. Et puis pour le B2C, on va être plus sur de la communication web, inbound marketing, plus mon compte formation. L'inbound marketing, on redéfinira un petit peu plus loin. C'est une autre pratique marketing digitale qui consiste à faire venir l'apprenant chez soi par de la communication indirecte. On verra ça tout à l'heure. Donc revoir sa politique de prix, les comportements d'achat, adapter les prix. Alors il y a le yield management qui est très à la mode dans les transports et notamment les trains et les avions. Aujourd'hui, vous montez dans un avion, sur tous les passagers, il n'y en a pas un qui a payé son billet d'avion au même prix. Donc sans aller sur les pratiques d'achat en optimisation financière, vous avez quand même aujourd'hui des accords cadres, des ristournes, des codes promo, des tas de remises potentielles à appliquer en fonction de différents critères et vous devez être capable de pouvoir augmenter cette liste de critères et adapter le prix. Une formation qui doit être complétée, dont le prix est abondé par l'entreprise et complété par le CPF du collaborateur abondé par l'entreprise et sur lequel le collab doit pouvoir, s'il veut faire cette formation, rajouter un petit peu au pot pour terminer le prix. Vous n'allez pas lui vendre le même prix que si c'était une entreprise. Donc la politique de prix est très compliquée parce que si j'affiche sur un prix public qui est affiché en TTC maintenant sur mon site web, si je suis un particulier, il me fait très peur, et si je suis une entreprise, je trouve ça intéressant.
voyez, donc c'est des sujets qu'il faut aborder également. Renforcer la relation client en tant que commercial, vous verrez que repenser sa stratégie marketing et commerciale, même si elle fait la part belle au digital, elle ne supprime pas les services commerciaux. Bien au contraire, elle les renforce. Car une relation et une fidélisation, ça repose essentiellement sur une relation client. Donc, ça veut dire que vous allez devoir, vous, dans votre entreprise, revoir votre organisation commerciale pour avoir ce qu'on appelle des commerciaux sédentaires et des commerciaux conseils, ce qu'on appelle les inside sales, qui vont, eux, qualifier les prospects et justement les mettre à disposition des commerciaux conseils, qu'on appelle les sales, qui, eux, vont conclure les ventes. D'accord? Donc, le marketing va permettre de trouver et de découvrir des prospects potentiels. L'inside sales va transformer ce qu'on appelle des suspects, des pistes. L'inside sales va transformer ces pistes en prospects et le commercial, les prospects, en clients. Donc ça reste très méthodique, très processus, mais et c'est basé sur à la fois un mix entre du digital et de la relation client. Et puis, il faut absolument que votre client vous identifie comme un partenaire privilégié pour contribuer au développement des compétences de ses collaborateurs. Ça, c'est très important, puisque aujourd'hui, ça devient la société de compétences, telle que l'a voulu le gouvernement, par cette réforme, l'entreprise apprenante. Tout ça, ce sont des sujets qui sont pris en charge par les responsables de formation au sein des grandes entreprises, au sein des entreprises. Donc, elles ont besoin de partenaires pour pouvoir appliquer cette stratégie. Donc, vous devez être absolument identifié comme partenaire. Donc là encore, ça aussi, c'est de la relation client. C'est pour ça qu'on parle de commerciaux conseils qui vont renforcer cette idée-là et non plus de vendeurs qui vont uniquement vendre du produit sur étagère, même si ça existe toujours. Alors, les nouveaux moyens marketing à notre disposition. Alors, donc choisir les bons moyens de communication. Alors, inbound, outbound marketing, trouver le bon équilibre. Donc ça, c'est important puisque aujourd'hui, en fait, habituellement, un OF, eh ben, il planifiait il faisait l'été de l'année N, il commençait à prévoir ses formations pour l'année N+1. Au mois de septembre, il imprimait son catalogue, il le diffusait à tous ses clients. Et puis, le client, il prend tous ses clients ou tous ses prospects. Et puis, les catalogues, ils s'empilaient sur les bureaux du RF, mais étaient bien utiles parce que c'était le seul moyen pour le RF de choisir ses formations. Depuis, sont arrivés les sites web, qui sont plus ou moins intelligents, avec plus ou moins de fonctionnalités, mais pouvant aller jusqu'à l'inscription en ligne. Donc ça, c'est la panacée. Donc, il y avait différents moyens. Donc aujourd'hui, en termes de communication, on va différencier l'inbound marketing et l'outbound marketing. L'outbound, c'est traditionnel. C'est aller chercher le prospect là où il se trouve, c'est-à-dire c'est faire du push. On lui envoie de la communication directement, ciblée. Donc vous partez d'un fichier qualifié, donc des cibles, dans lequel vous avez le nom et l'adresse email de tous les responsables, et le téléphone de tous les responsables, tous les responsables formation ou tous les acteurs de vos secteurs en fonction des sous-marchés, puisque vous avez identifié toutes les cibles, etc. Et là, vous faites du marketing de masse, c'est-à-dire que vous leur envoyez des mails, des messages, etc. Vous pouvez mixer différents canaux, donc les médias, le print, le papier, les salons, etc. Mais là, vous faites du marketing ciblé, d'accord? Où là, vous allez chercher directement votre cible. Et donc, avec un taux de retour qui est de plus en plus faible, on va dire, puisque c'est un marketing qui marche de moins en moins, ou alors sur des très très grands volumes. Mais aujourd'hui, dans le digital, c'est plus vraiment la pratique. Dans la pratique, dans le digital, on est plus sur de l'inbound marketing, c'est qu'on fait venir le prospect à soi plutôt qu'aller les chercher. C'est-à-dire qu'on le fait en renforçant sa notoriété, en renforçant sa visibilité,
à travers des conférences, à travers son site web, à travers des blogs, à travers des billets publiés à droite à gauche, à travers tout un tas de communications qui sont plus directement ciblées vers une personne particulière, mais ciblées vers une communauté. Et les gens qui se font de la veille sur ces communautés, forcément vous trouvent, vous voient, et forcément impriment quelque part votre compétence et votre capacité à, et ensuite quand ils font leur recherche ciblée, eh bien se souviennent de vous et vont vous voir. Alors ça marche assez bien, ça marche là aussi assez bien. Mais là encore, si il faut structurer tout ça et mettre en place ce qu'on appelle une machine marketing, dans lequel vous allez mixer des actions inbound et outbound, et ensuite dans un entonnoir récupérer l'ensemble des contacts et les amener jusqu'à la vente. On va voir ça un peu plus loin. Donc les plus, quand vous faites de l'inbound, c'est que vous avez vraiment une position de conseil partenaire, donc vous êtes vraiment identifié comme un acteur majeur du développement des compétences sur vos cibles, d'accord. Vous donnez du sens et de la valeur à votre offre, puisque vous n'êtes plus simplement vos produits, c'est pas simplement une formation, c'est aussi toute la notoriété du partenaire et du prestataire qui va avec. En termes du RGPD, c'est plus facile à gérer que le marketing ciblé, puisque le marketing ciblé, vous savez que pour chaque contact, vous devez leur demander s'ils veulent être contactés, si vous pouvez stocker leur information à des fins de réutilisation, etc. Aujourd'hui, la RGPD va très loin en termes de demande. C'est plus une simple case à cocher normalement. Puis c'est moins cher que l'outbound, dans le sens où si vous faites du print et du mailing, ça peut revenir assez cher, enfin le mailing beaucoup moins, mais ça peut revenir assez cher en termes de diffusion. Alors, choisir les bons modes de communication, quelques exemples pour générer des prospects. Donc ça, c'est vraiment des exemples, hein, inbound ou outbound. Je les détaillerai pas là, vous les connaissez sans doute mieux que moi. C'est des exemples, mais aujourd'hui, on va dire une bonne campagne marketing pour un OF, ça mixe un ensemble d'éléments de ces qui sont cités ici. Et donc ensuite, tous ces éléments, il faut les traiter dans ce qu'on appelle une machine marketing, ou marketing automation en anglais, qui permet de donner du sens et interpréter l'ensemble des choses pour pouvoir vraiment générer ce qu'on appelle des pistes. C'est-à-dire que une fois que vous avez contacté 10 000 personnes par un mailing, une fois que vous avez fait toutes vos communications, que des gens sont venus voir votre site web, ont lu vos publications, ont posté un commentaire, publié, rempli un formulaire ou quelque chose comme ça, tous ces éléments-là doivent être mixés et ensuite générer ce qu'on appelle des pistes qui vont être traitées par ce qu'on appelle les inside sales, donc les commerciaux sédentaires. Donc, condition, avoir un site internet et des contenus marketing à partager. Ça consolide toutes les informations de vos contacts, l'animation la plus simple de votre base de contacts, l'envoi d'emailing, workflow, traçabilité, identification des parcours, partage des informations avec les commerciaux pour pérenniser la formation. Donc en fait, aujourd'hui, on ne se contente plus d'un CRM avec une fonctionnalité d'envoi d'email. Ça, c'est pas efficace. Ce qui est efficace, c'est de mixer une politique marketing et récupérer l'ensemble de ces informations et la piloter, cette politique marketing, à travers un outil de marketing automation. Donc ça, ce sont nous, Alcuin, on a un certain nombre de partenaires pour ce genre d'activité, qui font ce genre d'activité et qui permettent justement de compléter notre offre en permettant de pouvoir intégrer du vrai marketing au-dessus de l'ERP formation, qui lui va gérer les ventes. Alors, les nouvelles règles imposées par la réforme maintenant, si je remets un petit peu d'éléments là-dessus, être visible sur mon compte formation, c'est principalement pour le marché grand public, donc revoir. Alors, pour pouvoir être visible sur le contenu, vous savez qu'aujourd'hui, pour ceux qui ont déjà publié leur offre sur le site du compte de mon compte formation, eh bien, vous savez que vous devez être au format Léo, format Léo CPF, en plus, c'est pas que Léo, c'est Léo plus option Léo CPF.
et ensuite derrière que vous faites tout en saisie à la main, et si vous devez le faire en import, vous devez le faire dans des formats XML ou JSON. Donc nous, notre application ERP est déjà au format Léo, exporte les données Léo au format CPF Léo et intégrable directement dans l'application. D'accord. Donc ça demande quand même une réflexion. Et Léo est intéressant puisque Léo est très structurant et Léo vous repense vraiment votre offre d'un point de vue business. Et donc chez vous, dire bah tiens, quelles sont les offres que je dois mettre au CPF, faut que je les transforme en Léo. Bah, Léo va vous obliger à vous poser beaucoup de questions en termes d'organisation et de vente de votre offre. Et c'est très intéressant en termes d'usage. Alors, la certification Calliope, bon, je suis pas du tout un expert Calliope, ni Alcuin n'est pas un auditeur, ni un certifiant Calliope, ni un certificateur. Seulement rapidement sur les 7 critères et les 32 indicateurs, certains concernent directement le marketing et la com. Bon, les deux premiers, informer sur l'offre et la conception de l'offre. Donc informer sur l'offre, vous savez qu'à terme, vous devez sur les moyens de communication de votre offre, vous devez communiquer le nombre d'apprenants sur une action, le taux de satisfaction en fonction du nombre de votants, et si la formation est certifiante, le taux de réussite à la certification. Donc ces éléments-là doivent être communiqués, donc il faut pouvoir les gérer, il faut pouvoir les piloter dans votre système d'information, donc dans votre ERP, et ensuite remonter ça sur le site web, notamment à travers, par exemple, pourquoi pas Léo en termes de communication entre le site web et le ERP. Et donc dans la conception de votre formation aussi, bah, repensez aussi les programmes, les réfléchir un petit peu différemment pour être plus visible, plus en adéquation avec les attentes de vos clients. Donc être capable de pouvoir bien définir des objectifs professionnels sur sur vos actions de formation, objectifs professionnels qui pourront être validés auprès de vos clients comme une validation des attentes et qu'on retrouvera ensuite à la fin sur l'attestation de fin de formation. J'en dirai pas plus sur Calliope, hein, mais sachez que c'est quand même important Calliope est extrêmement structurant, très très structurant, et le fait de passer à Calliope, bah, ça vous prépare vraiment correctement pour ensuite entrer dans l'industrialisation des processus marketing commerciaux. Et alors, pour terminer ce webinaire, on va mettre un peu tout ça en musique, et pour passer de l'organisme de formation à entreprise de formation, c'est-à-dire, bah, vous allez donc investir sur le marketing et la relation client. Donc, très rapidement, des choses que vous connaissez certainement, mais que je vais rappeler, et que j'ai quelque part démontré tout au long de ma présentation. Donc, vous avez le marketing qui est extrêmement utile parce que c'est ce qui permet de générer des pistes. Donc, le marketing, c'est ce qui va gérer l'outbound et l'inbound et qui va piloter tout ça dans du marketing automation, qui va également s'assurer de l'ensemble des canaux de communication et de la façon dont ces canaux vont atteindre vos cibles. Donc, ça va permettre de générer des pistes, c'est-à-dire des gens qui peuvent être intéressés par votre offre. D'accord? Ces gens-là vont être pris en charge par les inside sales, donc qui sont les commerciaux sédentaires, qui vont transformer les pistes en prospects, et ensuite les prospects vont être pris en charge par les sales pour convertir les prospects en clients. Donc un prospect, c'est une opportunité qualifiée qui commence à dire tiens, j'ai un projet sur tel domaine et j'ai un budget. Voilà. Donc converti sur les prospects, et puis derrière, une fois que les clients vont avoir consommé, donc vous allez avoir délivré votre formation, eh bien vous allez avoir un service client qu'on appelle aussi Customer Care si on parle anglais, hein, marketing, sales et Customer Care, qui va assurer la qualité et la satisfaction. C'est encore un des éléments Calliope. Vous savez que sur l'enquête de satisfaction, vous devez la faire au niveau de l'apprenant, vous devez la faire aussi au niveau du commanditaire. Vous avez l'enquête à froid ensuite un peu plus tard, et puis vous avez l'enquête annuelle d'une manière plus généraliste, vous en tant que prestataire. Et ça, c'est animé par service client. Alors, ça, c'est
c'est de l'organisation. Mais potentiellement, en fonction de la taille, de votre organisation propre et de vos postes, potentiellement, toutes les tâches et donc toutes les compétences peuvent être réunies dans un seul poste. Si vous avez une personne chez vous qui fait tout ça, ça pose pas de problème. Vous avez deux personnes, quelqu'un qui s'occupe du marketing, quelqu'un qui s'occupe du commercial, et que le service client, ou c'est une autre personne ou c'est intégré directement au commerce, peu importe. Je dirais que l'important, c'est l'organisation, c'est les tâches. Donc voilà, vous avez des groupes de tâches. Et ensuite, après, derrière, ça peut être pris par 4 personnes différentes, 4 services différents, ou un seul service ou une seule personne. Tout dépend là de votre taille, de votre structure, de votre politique et de votre vitesse. Et puis aussi, bien sûr, de vos clients. Quand vous êtes dans un marché très ouvert et très concurrentiel, vous allez avoir beaucoup de marketing. Quand vous êtes dans un marché captif et très peu concurrentiel, vous allez surtout travailler le sales, c'est-à-dire la relation client et le service client. Donc tout dépend vraiment de votre situation. Il n'y a pas de situation, il n'y a pas de modèle générique. C'est des modèles qu'il faut adapter à chaque organisation. Mais sachez simplement que on retrouve ces 4 grandes briques dans tous les modèles. Alors, maintenant, pour mettre en place tout ça, vous avez besoin d'une organisation, vous avez besoin de process, comme on l'a vu précédemment, avec l'ensemble des éléments à mettre en place, mais vous allez avoir besoin d'outils. Parce que l'outillage, il y a beaucoup de digital dans tout ce qu'on a dit, et donc vous allez avoir besoin d'outillage. Alors, vous allez avoir besoin au départ d'un ERP. Évidemment, là, je vais parler un peu Alcuin, puisque Alcuin est mon éditeur de ERP, justement, pour les organismes de formation et les entreprises. Donc, il nous faut un ERP de la gestion de formation qui va assurer tout le cycle opportunité, devis, commande, inscription, contractualisation, service fait et service fait, c'est l'assiduité et facturation. Bien sûr, facturation, avoir, encaissement, recouvrement pour faire la totalité. Donc ça, c'est le rôle de l'ERP donc sur le cycle de vente et puis le cycle d'ingénierie aussi, tout ce qui est création de l'offre, planification de l'offre, gestion administrative de l'offre. Mais donc c'est le rôle de l'ERP et l'ERP va communiquer avec votre LMS puisque la LMS aujourd'hui va assurer votre contenu digital et à l'époque Covid, on voit que le digital a été boosté chez les OF. Maintenant, beaucoup de formations se font en classe virtuelle et beaucoup ont été et incluant aussi une part de e-learning dedans. Donc évidemment, dialogue avec le LMS. Le RP va donc gérer la relation administrative et financière avec le client, la LMS plus la relation pédagogique. Mais les deux ont besoin de communiquer. Le site internet et e-commerce, bien sûr, puisque l'offre elle est conçue dans le RP et elle doit être poussée sur le site e-commerce et du site internet qui va devenir un e-commerce, puisque j'ai besoin de récupérer, comme j'ai besoin de récupérer l'inscription. Et qui dit l'inscription dit jusqu'au paiement en ligne. Hein. Aujourd'hui, ça se fait de plus en plus. Alors, quand on parle de paiement en ligne, on ne parle pas forcément de mettre sa carte bancaire. On parle aussi de virement ou des choses comme ça. D'accord? On va avoir besoin donc de logiciels marketing pour gérer ce marketing automation en fonction de toutes les campagnes de communication inbound et outbound que vous allez faire. Et évidemment, le RP, après, il doit restituer l'ensemble de ces éléments-là dans un logiciel de comptabilité. C'est du grand classique. Mais aujourd'hui, on va dire un système d'information d'un OF, il a ces 5 briques. D'accord? On pourrait rajouter une brique RH aussi pour tout ce qui est, on va dire, gestion des ressources humaines quand l'OF a une taille importante. Mais autrement, vous avez ces cinq briques majeures dans votre formation. Et le LMS et le site internet communiquent également, puisque le portail pédagogique se fait bien sûr à travers le LMS, mais le portail client est dans le e-commerce. Donc vous avez quand même des choses enfin des choses qui se regroupent. D'accord? Donc ça veut dire que vous allez avoir besoin de nouvelles compétences donc en interne pour pouvoir animer tout ça. Donc on en a mis quelques-uns, marketing digital, rédacteur, community manager, chef de produit, etc., etc. Voilà.
Donc, je peux pas vous passer le micro. Par contre, vous avez vraiment la zone question à poser. Alors là, j'ai quelque chose. Ah, c'est juste bonjour de Myriam. De Myriam, du moins. Donc, je dis bonjour à Myriam. Alors, Léo, option CPF, pouvez-vous préciser? Alors, vous savez que Léo, vous avez cercle 1, cercle 2, cercle 3. Le cercle 1, en gros, Léo, c'est un ensemble de champs descriptifs que vous devez, qui vous sont imposés, on va dire, sur la définition d'une formation, d'une action et d'une session. Léo différencie les trois. La formation, c'est le descriptif marketing commercial de votre application. Je vais vous donner par exemple, vous êtes un réseau d'organismes de formation, c'est-à-dire vous avez plusieurs organismes de formation en réseau qui est une offre nationale. L'offre nationale va être décrite dans le référentiel Léo qui dit formation. Donc par exemple, parcours à entrée-sortie permanente bureautique. D'accord? Après, la façon dont le parcours va être implémenté dans chacun des centres qui le dispensent va être définie dans l'action. D'accord? Donc, une formation pour tout le monde et autant d'actions qu'il y a de centres. Sur l'action, vous allez définir le tarif, vous allez définir les modalités, l'individualisation, la modularisation, enfin même s'il y a des choses qui sont déjà définies au niveau de la formation. D'accord? Et ensuite, vous allez créer les sessions. Et les sessions peuvent être encore différenciées. D'accord? Et donc, vous avez des éléments du cercle 1 et du cercle 2 de la norme Léo qui définissent formation, action, session. Ce sont des figures imposées. Le CPF demande, l'application CPF demande des champs supplémentaires qui ne sont pas du cercle 1 ni du cercle 2. On les met dans ce qu'on appelle le cercle 3. Léo a prévu ce qu'on appelle des champs personnalisés qu'on vient déclarer dans le cercle 3. Et la plupart des champs CPF sont des champs du cercle 3. Donc quand on dit Léo CPF, ça veut dire que c'est les champs du cercle 1 et du cercle 2, plus les champs CPF du cercle 3. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Est-ce que c'est obligatoire que l'offre soit certifiée CPF? Alors l'offre n'est pas certifiée CPF. Pour pouvoir donner, pour pouvoir mettre son offre, pouvoir mettre des éléments de son offre sur le CPF, vous devez être Calliope et vous devez proposer des formations certifiantes, d'accord, qu'elles soient au RNCP ou au répertoire spécifique. Jusqu'où le contexte actuel de marché conduit-il à proposer prioritairement de la formation online? Alors ça, c'est une bonne question. Je pense qu'aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas le droit de se réunir à plus de 10 dans une salle, ça va être très compliqué avec 4 mètres carrés par personne. Vous voyez la taille des salles déjà. Ça va être compliqué de faire de la formation présentielle. Donc le contexte actuel fait que sur l'année 2020, il est très clair que les formations, la classe virtuelle va être, on va dire, le moyen le plus simple à mettre en œuvre pour un organisme de formation pour assurer sa continuité de service. D'accord? Après, la formation online, où trouvez-vous le référentiel Léo? Alors, le référentiel Léo, vous le trouverez sur sur le site du gouvernement. On pourra vous le mettre dans le document. C'est un lien. Vous avez un site web ou sur le site du CPF. Vous avez tout sur le site du CPF. Vous avez l'application sur le site du CPF pour les OF, hein, je parle. Vous avez tout. Il vous donne tout, toutes les informations, tous les formats. Il y a un simulateur pour pouvoir. Vous avez vraiment, c'est vraiment très très bien fait. Vous pouvez vraiment trouver toutes les réponses. Voilà. Et pour accéder, alors le site Léo, c'est là vous allez trouver vraiment le cercle 1, cercle 2. Là, c'est la norme informatique. Après, par contre, derrière, euh, pour la modélisation et la simulation pour le CPF, c'est sur l'application CPF que vous avez tout. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le marketing ou le site web? Alors, un OF peut-il vendre la prestation de conseil? Ben, bien sûr,
Mais bien sûr, un OF aujourd'hui, c'est pour ça que le terme aujourd'hui qui est utilisé, c'est l'action. J'aime beaucoup cette notion d'action, puisque une action peut être une prestation, comme peut être une formation. Une action peut être une évaluation, une action peut être un accompagnement. D'ailleurs, c'est prévu par la nouvelle définition de l'action de formation. Donc, la nouvelle définition de l'action de formation, elle dit que c'est toute action contribuant au développement des compétences. C'est très vaste. Et elle prévoit de dire, bah, ça peut être un ensemble de séquences présentielles ou à distance, séquences d'apprentissage, séquences d'accompagnement, séquences d'évaluation ou séquences, donc ça peut être du coaching, de la prestation. Et donc vous, dans votre offre, vous allez pouvoir mixer et vous allez pouvoir même développer des parcours qui vont mixer de la formation et de la prestation et qui vous allez vendre aux entreprises. Ah, le répertoire spécifique, comment y aller et quoi y indiquer. Alors là, j'ai pas les infos avec moi. Ça, c'est fait partie des infos qu'on pourra vous donner, compléter ultérieurement. Le répertoire spécifique, vous allez pouvoir déclarer tout ce qui n'est pas RNCP, mais qui est quand même fait l'objet d'une certification. Je vais vous donner un exemple. Les blocs de compétences. Aujourd'hui, vous savez qu'avec la réforme, la loi dit que tout diplôme doit être découpé en blocs de compétences ou connaissances. Les deux sont connus maintenant. Ça, c'était pour le diplôme d'enseignement supérieur notamment. En blocs de compétences et blocs de connaissances, et que ces blocs de compétences doivent pouvoir être passés d'une manière autonome, de façon à pouvoir passer son diplôme petit à petit, et de pouvoir dire, bah, ce bloc-là, je l'ai obtenu, celui-là, je l'ai fait par de la VAE, celui-là, je l'ai obtenu directement par de la formation, etc. Et les blocs de compétences, eux, ne peuvent pas être déclarés au RNCP d'une manière autonome. Donc, on va les déclarer au répertoire spécifique. Pensez-vous qu'un formateur puisse devenir facilement inside sales, car certaines passerelles internes pourraient être trouvées afin de favoriser le développement commercial? Alors là, je suis certain qu'un organisme de formation va travailler sur les fiches compétences des deux profils et pouvoir créer ces passerelles métiers. En effet, c'est une passerelle métier très très intéressante parce qu'un organisme de formation qui a des formateurs internes va devoir à un moment donné dire bah, on devient une entreprise commerciale, et donc entreprise commerciale, tout acteur qui est en relation avec le client fait du commerce. Donc oui, je pense. Les fonctions inside sales, oui, bien sûr. Aujourd'hui, obtenir la priorité pour les OF est-il d'obtenir oui, ah oui, c'est la priorité numéro un. Enfin, votre priorité numéro un, déjà, c'est la continuité de votre business cette année. Et la deuxième priorité va être évidemment la certification Calliope, parce que si vous, enfin, tout dépend après de vos financements. Si vous travaillez aujourd'hui et vous faites 100% de votre chiffre d'affaires avec des entreprises qui vous connaissent, vous font confiance et qui, si vous êtes toujours autant compétitif, vous feront toujours confiance, votre priorité, c'est pas Calliope. Par contre, si vous travaillez pour des petites, si votre cible se base sur des acteurs publics, sur des financements OPCO à travers de l'alternance ou à travers des plans de formation de petites PME moins de 50, eh bien là vous êtes clairement Calliope first. Et encore une fois, cette année, je pense que Calliope, j'ai pas toutes les infos, je les ai pas vérifiées avant le webinaire, j'aurais dû le faire. Et je pense qu'il va y avoir des reports parce que je vois pas comment les process de certification vont pouvoir se dérouler normalement sur 2020. Oui. Alors, est-il plus rapide, plus facile de passer par le répertoire spécifique pour pouvoir proposer une formation certifiée, donc financée? Alors, oui, à condition, alors attention, c'est toujours pareil. Il faut savoir que déposer une formation, enfin un diplôme RNCP, c'est assez long, même si ils ont réduit la procédure. Normalement, il y avait 3 ans, il fallait avoir déjà 2 promos. Enfin, c'était très compliqué aujourd'hui de diplômer, de mettre en place un nouveau diplôme et donc une certification RNCP. Ça a été réduit, je peux pas vous donner les détails, mais ça a été raccourci. Le process était raccourci.
Par contre, le répertoire spécifique, c'est beaucoup plus simple, ça en effet. Maintenant, c'est pas parce que que vous n'allez pas devoir créer un nouveau diplôme que vous ne pouvez pas faire certifier votre formation. En effet, ce qui est important, c'est d'avoir le diplôme. Vous n'êtes pas obligé de créer le diplôme. Il y a 15 000 diplômes au RNCP. Ça serait rare qu'il n'y en ait pas un qui soit assez proche de la formation que vous délivrez. Donc l'important, c'est de vous renseigner auprès du certificateur pour savoir si la formation que vous dispensez à la fin de cette formation, on peut attester du diplôme, parce qu'elle aura bien développé les bonnes connaissances et les bonnes compétences pour pouvoir prétendre au diplôme. Et là, c'est avec le certificateur que vous devez, donc le propriétaire du diplôme que vous devez dealer en fait. Mais en effet, c'est plus contraignant de déposer un diplôme RNCP qu'une certification au répertoire spécifique. Là encore, il y a une énorme documentation sur Internet. Alors, quels outils de bande sont à privilégier, les budgets ne permettant pas de tout faire? Eh bien, je vais vous dire, c'est en fonction de votre cible. C'est en fonction de vos cibles et leurs habitudes et leurs pratiques d'achat. Alors, si votre cible, ce sont des entreprises, d'accord? Si vos cibles, ce sont des entreprises sur un marché que vous connaissez bien, on va les reprendre les éléments inbound. Voilà. Qu'est-ce qui va vous faire le plus connaître? Ben là, si vous allez mettre vous allez mettre le paquet sur le site web, d'accord? Et éventuellement l'expertise qui va découler des éléments de site web à travers des blogs. Vous allez mettre aussi un peu de réseau social, c'est-à-dire que vous allez mettre du LinkedIn, forcément du LinkedIn. Vous allez mettre du LinkedIn. Vous allez beaucoup mettre de référencement naturel pour qu'ils vous trouvent. Si vous êtes sur un marché ouvert, si vous êtes sur un marché captif, vous n'allez pas forcément mettre du référencement naturel ou du référencement payant, puisque de toute façon, votre marché, ils vous connaissent. Et si vous êtes sur un marché ouvert, vous allez mettre du référencement. Newsletter, webinar, livre blanc, études de cas, vidéo. Après, c'est au cas, c'est en fonction de quoi votre cible, vos personas sont consommateurs. En fait, l'inbound, on choisit des canaux en fonction des cibles que l'on veut adresser et des pratiques de ces cibles. Je ne sais pas si vos cibles, par exemple, le webinar que je fais, ça rentre dans une démarche inbound marketing d'Alcuin, d'accord? Parce que potentiellement, vous qui êtes des représentants d'entreprises dans les formations, vous êtes potentiellement des clients d'Alcuin. Donc je fais une démarche inbound envers vous. Mais je vous dis ça en toute transparence. Alors que parce que je sais que vous êtes très consommateur, très très demandeur sur les webinaires, parce que vous êtes dans ma cible. Mais votre cible à vous, je ne sais pas quel est l'élément qui la rend qui le permette, qui faciliterait pour vous le contact. Est-ce que c'est le webinaire? Est-ce que c'est des livres blancs? Est-ce que c'est des blogs? Est-ce que c'est un blog d'experts? Tout va dépendre, en fait, tout va dépendre. Le mieux, évidemment, c'est de multiplier les canaux, hein, puisque comme ça, vous multipliez les contacts. Maintenant, évidemment, vous ne pouvez pas tout faire, donc il faut prioriser, et votre priorité va dépendre vraiment de vos clients. Et le mieux, c'est de les interroger. Vous leur posez des questions directement, c'est-à-dire quand vous les contactez, quand vous les voyez, vous leur posez la question. Voilà. Oui, bien. Donc, je vais stopper donc le webinaire puisque nous arrivons à l'heure de fin à l'heure de fin. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée et un très bon après-midi, un bon déconfinement et puis surtout une très bonne reprise d'activité. Et je l'espère qu'elle va être importante pour vous, les organismes de formation, parce que je sais qu'en ce moment c'est pas simple comme situation à gérer. Je vous remercie. Au revoir.